Bonjour à toutes et à tous. Plus que tout autre, la figure de Michel Bakounine se confond avec celle du révolutionnaire romantique que nous a légué le XIXe siècle. Il doit cette renommée posthume aux divers soulèvements auxquels il a participé, à sa longue captivité dans les prisons du Tsar, au courage et à la générosité qu'il a toujours manifesté. Homme d'action, orateur chaleureux, écrivain politique à la plume facile, ses écrits n'ont pourtant pas eu la même postérité que ceux de son maître et grand rival Karl Marx, traduits dans pratiquement toutes les langues. Nous te confessons en toute vérité nos convictions, notre foi, nos espoirs auxquels nous resterons fidèles. Partout et toujours, nous devons être au milieu du peuple et ne considérer comme un frère en notre cause que celui qui, une fois pour toutes, a rompu avec les milieux aristocratiques, aussi libéraux et même aussi révolutionnaires soient-ils. C'est la seule manière d'être un révolutionnaire intègre et sincère. Nous n'avons confiance ni dans l'aristocratie libérale actuelle, ni en les hommes sortis du peuple, qui, vivant dans les milieux aristocratiques, ont fait et font de la cause du peuple une profession lucrative. Ils sont 100 fois plus criminels que les aristocrates. Qui veut servir l'émancipation du peuple doit commencer par devenir une unité de ce peuple. Il doit se fondre entièrement avec ceux qui se sont voués corps et âme à la cause révolutionnaire. La révolution n'est concevable que dans le peuple. Notre place est en lui et là seulement. Le socialisme, c'est la justice. Lorsque nous parlons de justice, nous n'entendons pas celle qui nous est donnée dans les codes et la jurisprudence romaine, fondée en grande partie sur des faits de violence accomplis par la force, consacrés par le temps et par les bénédictions d'une église quelconque, chrétienne ou païenne, et comme telle acceptés comme des principes absolus dont le reste n'est que la déduction très logique. Nous parlons de la justice qui se fonde uniquement sur la conscience des hommes, que vous retrouverez dans celle de tout homme, même dans la conscience des enfants, et qui se traduit en simple équation. Cette justice si universelle, et qui pourtant, grâce aux envahissements de la force et aux influences religieuses, n'a jamais encore prévalu, ni dans le monde politique, ni dans le monde juridique, ni dans le monde économique, doit servir de base au monde nouveau. Sans elle, point de liberté, point de république, point de prospérité, point de paix. Elle doit donc présider à toutes nos résolutions, afin que nous puissions efficacement concourir à l'établissement de la paix. Cette justice nous commande de prendre en nos mains la cause du peuple, jusqu'à cette heure si horriblement maltraitée, et de revendiquer pour lui, avec la liberté politique, l'émancipation économique et sociale. Nous ne proposons pas tel ou tel système socialiste. Ce que nous demandons, c'est de proclamer de nouveau ce grand principe de la Révolution française, que tout homme doit avoir les moyens matériels et moraux de développer toute son humanité. Principe qui se traduit, selon nous, dans le problème suivant. Organiser la société de telle sorte que tout individu, homme ou femme, venant à la vie, trouve des moyens à peu près égaux pour le développement de ses différentes facultés et pour leur utilisation par son travail. Organiser une société qui, rendant à tout individu, quel qu'il soit, l'exploitation du travail d'autrui impossible, ne laisse chacun participer à la jouissance des richesses sociales, qui ne sont en réalité jamais produites que par le travail, qu'autant qu'il aura directement contribué à les produire par le sien. La réalisation complète de ce problème sera sans doute l'œuvre des siècles. Mais l'histoire l'a posé, et nous ne saurions désormais en faire abstraction sans nous condamner nous-mêmes à une impuissance complète. Nous nous hâtons d'ajouter que nous repoussons énergiquement toute tentative d'organisation sociale qui, étrangère à la plus complète liberté, tant des individus que des associations, exigerait l'établissement d'une autorité réglementaire de quelque nature que ce fût. Et qu'au nom de cette liberté que nous reconnaissons comme l'unique fondement et comme l'unique créateur légitime de toute organisation, tant économique que politique, nous protesterons toujours contre tout ce qui ressemblera, de près ou de loin, au communisme
et au socialisme d'État. Malgré l'énorme développement des États modernes, et en raison même de cette évolution irréversible qui a poussé d'ailleurs très logiquement et nécessairement le principe même de la centralisation étatique jusqu'à l'absurde, il saute aux yeux que les jours des États et de ladite centralisation sont comptés, et que le temps est proche de l'émancipation complète des masses prolétaires et de leur libre organisation sociale, de bas en haut, sans aucune ingérence gouvernementale, au moyen de libres associations populaires, économiques, fondées par-delà les anciennes frontières étatiques et quelles que soient les différences de race, sur le travail producteur, d'un bout à l'autre humanisé et accompli solidairement dans ses aspects les plus divers. Bien entendu, cet idéal apparaît tout d'abord au peuple comme la fin du dénuement, de la misère, et comme la pleine et entière satisfaction de tous ses besoins matériels par le travail collectif, obligatoire et égal pour tous. Ensuite, comme la fin du patronat, de toute domination et la libre organisation de sa vie sociale, suivant ses aspirations en dehors des gouvernements et des parlements de toute espèce. Comme l'alliance libre des associations de travailleurs agricoles et industriels, des communes, des régions et des nations. Et enfin, dans un avenir plus éloigné, comme la fraternité universelle dont le triomphe s'affirmera sur les décombres de tous les États. Notre programme peut se résumer ainsi en peu de mots. Paix, émancipation et bonheur à tous les opprimés. Guerre à tous les oppresseurs et spoliateurs. Restitution complète aux travailleurs. Les capitaux, les fabriques, tous les instruments de travail et premières matières aux associations. La terre à ceux qui la cultivent de leurs bras. Liberté, justice, fraternité à tous les êtres humains qui naissent sur la terre. Égalité pour tous indistinctement, tous les moyens de développement, d'éducation et d'instruction, et possibilité égale de vivre en travaillant. Organisation de la société par la libre fédération, de bas en haut, des associations ouvrières tant industrielles qu'agricoles, tant scientifiques qu'artistiques et littéraires, dans la commune d'abord. Fédération des communes dans les régions. Des régions dans les nations, et des nations dans l'international fraternel. Dans la révolution sociale, diamétralement opposée, dans ceci comme dans tout le reste, à la révolution politique, l'action des individus était presque nulle, et l'action spontanée des masses devait être tout. Tout ce que les individus peuvent faire, c'est d'élaborer, d'éclaircir et de propager les idées correspondant à l'instinct populaire. Et de plus, c'est de contribuer par leurs efforts incessants à l'organisation révolutionnaire de la puissance naturelle des masses, mais rien au-delà. Et tout le reste ne doit et ne peut se faire que par le peuple lui-même. Autrement, on aboutirait à la dictature politique, c'est-à-dire à la reconstitution de l'État, des privilèges, des inégalités, de toutes les oppressions de l'État. Et on arriverait par une voie détournée mais logique au rétablissement de l'esclavage politique, social, économique des masses populaires. Quelle est la tête, si géniale qu'elle soit, ou, si l'on veut parler d'une dictature collective, fut-elle même formée par plusieurs centaines d'individus doués de facultés supérieures? Quels sont les cerveaux assez puissants, assez castes, pour embrasser l'infinie multiplicité et diversité des intérêts réels, des aspirations, des volontés, des besoins dont la somme constitue la volonté collective d'un peuple, et pour inventer une organisation sociale capable de satisfaire tout le monde? Cette organisation ne sera jamais qu'un lit de Procuste sur lequel la violence plus ou moins marquée de l'État forcera la malheureuse société à s'étendre. C'est ce qui est toujours arrivé jusqu'ici. Et c'est précisément à ce système antique de l'organisation par la force que la révolution sociale doit mettre un terme, en rendant leur pleine liberté aux masses, aux groupes, aux communes, aux associations, aux individus mêmes, et en détruisant, une fois pour toutes, la cause historique de toutes les violences, la puissance et l'existence même de l'État, qui doit entraîner dans sa chute toutes les iniquités du droit juridique, avec tous les mensonges des cultes divers,
ce droit des cultes n'ayant jamais été rien que la consécration obligée, tant idéale que réelle, de toutes les violences représentées, garanties et privilégiées par l'État. Je suis un partisan convaincu de l'égalité économique et sociale, parce que je sais qu'en dehors de cette égalité, la liberté, la justice, la dignité humaine, la moralité et le bien-être des individus, aussi bien que la prospérité des nations, ne seront jamais rien qu'autant de mensonges. Mais, partisan quand même de la liberté, cette condition première de l'humanité, je pense que l'égalité doit s'établir dans le monde par l'organisation spontanée du travail et de la propriété collective des associations productrices librement organisées et fédéralisées dans les communes, et par la fédération tout aussi spontanée des communes. Mais non, par l'action suprême et tutélaire de l'État. C'est là le point qui divise principalement les socialistes ou collectivistes révolutionnaires des communistes autoritaires, partisans de l'initiative absolue de l'État. Leur but est le même. L'un et l'autre parti veulent également la création d'un ordre social nouveau, fondé uniquement sur l'organisation du travail collectif, inévitablement imposé à chacun et à tous par la force même des choses, à des conditions économiques égales pour tous, et sur l'appropriation collective des instruments de travail. Les uns et les autres, également partisans de la science qui doit tuer la superstition et remplacer la foi, les premiers voudraient l'imposer. Les seconds s'efforceront de la propager, afin que les groupes humains, convaincus, s'organisent et se fédéralisent spontanément, librement, de bas en haut, par leurs mouvements propres et conformément à leurs réels intérêts, mais jamais d'après un plan tracé d'avance et imposé aux masses ignorantes par quelques intelligences supérieures. Ils prendront en main les rênes du gouvernement parce que le peuple ignorant a besoin d'une bonne tutelle. Ils créeront une banque d'État unique qui concentrera entre ses mains la totalité du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et même la production scientifique, tandis que la masse du peuple sera divisée en deux armées, l'armée industrielle et l'armée agricole, sous le commandement des ingénieurs de l'État qui formeront une nouvelle caste savante privilégiée. Les socialistes révolutionnaires pensent qu'il y a beaucoup plus de raisons pratiques et d'esprit dans les aspirations instinctives et dans les besoins réels des masses populaires que dans l'intelligence profonde de tous ces docteurs et tuteurs de l'humanité qui, à tant de tentatives manquées pour la rendre heureuse, prétendent encore ajouter leurs efforts. Les socialistes révolutionnaires, au contraire, pensent que l'humanité s'est laissée assez longtemps, trop longtemps, gouverner, et que la source de ces malheurs ne réside pas dans telle ou telle autre forme de gouvernement, mais dans le principe et dans le fait même du gouvernement, quel qu'il soit. C'est enfin la contradiction devenue déjà historique et qui existe entre le communisme scientifiquement développé par l'école allemande et accepté en partie par les socialistes américains et anglais, d'un côté, et le proudhonisme largement développé et poussé jusqu'à ses dernières conséquences, de l'autre, accepté par le prolétariat des pays latins. Le socialisme révolutionnaire vient de tenter une première manifestation éclatante et pratique dans la Commune de Paris. Nous ne reconnaissons d'autre patrie que la révolution universelle, d'autres ennemis que la tyrannie sous quelque forme qu'elle se présente, religieuse, doctrinaire, politique, économique ou sociale, d'autres buts que la création d'un monde libre, humain, fondé sur le travail, sur l'égalité et la solidarité de tous les êtres humains, et qui a pour condition préalable 1. La destruction de toutes les institutions religieuses, politiques, juridiques, économiques et sociales qui constituent l'ordre bourgeois actuel. 2. L'organisation spontanée et absolument libre des masses délivrées. En révolution, nous sommes les ennemis de tout ce qui tient, de près ou de loin, au système autoritaire, de toute prétention à la direction officielle du peuple, et par conséquent, de tout ce qui s'appelle dictature révolutionnaire ou gouvernement provisoire,
convaincus que tout pouvoir gouvernemental, si révolutionnaire et si transitoire qu'il se dise, ne peut avoir d'autre objet que de se perpétuer. Les révolutions se font par le peuple. Elles ne peuvent résider qu'en lui. Et tout pouvoir qui se constitue au-dessus du peuple lui est fatalement contraire. Comme nous avons pleine confiance dans les instincts des masses populaires, notre moyen de révolution est dans le déchaînement organisé de ce qu'on appelle les mauvaises passions et dans la destruction de ce que, dans la même langue bourgeoise, on appelle l'ordre public. Nous invoquons l'anarchie, cette manifestation de la vie et des aspirations populaires, d'où doivent sortir, avec et par la liberté, l'égalité réelle de tous et de toutes, l'ordre nouveau fondé sur le développement intégral et sur le travail librement organisé de tous et de toutes, et la force même de la révolution. Au point de vue négatif ou destructif, nous voulons comme mesure immédiate. Abolition, banqueroute et liquidation complète de l'État et de tout ce qui en constitue l'existence. Abolition de toute intervention légale dans le paiement des dettes collectives ou privées et dans la transmission des héritages. Abolition de tous les impôts prélevés par l'État. Abolition de la basse et haute administration exercée au nom de l'État, de la bureaucratie, de l'armée, des corps judiciaires et de la magistrature, de la police, de l'université, du clergé, des monopoles et des privilèges, de la propriété individuelle en tant que légalisée par l'action judiciaire et légiférante de l'État. Enfin, abolition de toutes les manifestations de l'ordre bourgeois actuel. Autodafé de tous les titres de rente, de propriété, d'hypothèque, de valeurs financières, de concessions, de mariage, de naissance. Pour former toutes ces organisations révolutionnaires, indispensables au triomphe de la cause populaire, pour les activer, les stimuler, les diriger d'un côté, et pour empêcher de l'autre qu'elles puissent jamais dégénérer ni se convertir en gouvernement, fût-ce même seulement à titre provisoire. Il est évidemment nécessaire qu'il y ait une force, une organisation collective invisible qui, obéissant à un programme franchement et complètement révolutionnaire, et le poussant jusqu'à ses dernières conséquences, s'abstiennent elles-mêmes de toute manifestation, de toute ingérence gouvernementale ou officielle, et par là même puissent exercer une influence d'autant plus efficace et puissante sur le mouvement spontané des masses populaires, aussi bien que sur l'action et sur toutes les mesures révolutionnaires de leurs délégués et de leurs comités. Afin d'organiser et de diriger l'anarchie et le déchaînement formidable des passions révolutionnaires des masses, sans les comprimer, ils devront imprimer au mouvement révolutionnaire de tous les pays ce caractère d'universalité en dehors duquel tout mouvement national ou partiel, ne pouvant se maintenir, finirait à la longue par avorter. C'est ainsi qu'ils créeront une force révolutionnaire invincible, qui, débordant et détruisant toutes les frontières artificielles des États, unissant en un seul faisceau le prolétariat de toutes les nations, communes, provinces et pays de langues différentes, mais insurgé au nom des mêmes revendications populaires, constituera la grande patrie de la Révolution et l'opposera au seul ennemi, au seul étranger, le monde de la réaction. Elle déclarera à cette dernière une guerre à la vie, à la mort, et ne cessera d'être la révolution militante et destructive tant qu'il y aura quelque part sur la terre une inégalité, une oppression, un exploiteur, un tuteur, un maître. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.